C'est l'odeur qui m'a frappé en premier, non pas le musc familier de l'eau de Cologne de Pierre qui collait à ses vestes depuis 42 ans, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de floral, de jeune et de totalement étranger à notre maison provençale. J'étais en train d'accrocher son blazer bleu marine dans notre armoire lorsque mes doigts ont effleuré l'épaisseur inattendue de la poche de poitrine. Le froissement du papier. Le murmure des secrets. Il pensait savoir qui j'étais, l'épouse dévouée, l'institutrice à la retraite qui entretenait son jardin de lavande et assistait à la messe le dimanche. À la fin de cette histoire, ils apprendraient à quel point ils se trompaient. Mais commençons 3 mois plus tôt, lorsque la seule trahison que je connaissais était la douleur dans mes genoux chaque matin en descendant les marches de pierre pour aller chercher le courrier. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de dentelle de notre cuisine comme elle le faisait chaque jour depuis que nous avions acheté cette maison à Aix-en-Provence il y a 30 ans. Pierre était assis en face de moi à notre table en chêne, la même où nous partagions notre café chaque matin, où notre fille Céleste faisait ses devoirs, où nous avions planifié nos rêves de retraite. Il repliait le Figaro avec la même précision qu'il avait perfectionnée lorsqu'il était directeur de banque, ses cheveux argentés se laissant bercer par le soleil matinal. « Je pense m'inscrire à ce cours d'aquagym au nouveau centre de fitness », annonça-t-il sans lever les yeux du rayon financier. Je marquai une pause, mon café au lait à mi-chemin entre mes lèvres. En 42 ans de mariage, Pierre n'avait jamais manifesté d'intérêt pour aucune forme d'exercice physique en dehors de nos promenades dominicales sur le cours Mirabeau. L'homme qui s'était plaint quand je lui avais suggéré de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur s'intéressait soudain au fitness? Depuis quand l'aquagym vous intéresse? Demandai-je d'une voix légère, curieuse plutôt que méfiante. Il haussa les épaules, sans me regarder dans les yeux. Le docteur Moreau me l'a suggéré pour mes articulations. Vous savez comme mes épaules me font mal depuis que je suis à la retraite. Le mensonge atterrit entre nous comme une assiette tombée, son craquement n'étant audible que pour moi. Les épaules de Pierre ne l'avaient jamais gêné. C'était son bas du dos qui lui faisait mal après le jardinage, ses genoux qui protestaient lors de nos promenades au marché. Mais je ne dis rien. À 67 ans, on apprend à choisir ses batailles, à classer les incohérences pour un examen ultérieur. C'est merveilleux, chérie, dis-je à la place, observant le soulagement se liser sur ses traits burinés. Ce que je découvris ensuite changea tout. Les semaines qui suivirent se confondirent dans un brouillard de petites déceptions. Pierre partit pour ses séances d'aquagym avec l'enthousiasme d'un écolier, rentra chez lui les cheveux humides et les joues rouges que j'attribuais à l'exercice, jusqu'à ce que je réalise que son sac de natation ne semblait jamais vraiment mouillé. Il acheta une nouvelle eau de Cologne, une fragrance moderne et élégante qui me fit éternuer lorsque je lui embrassai la joue. De nouvelles chemises apparurent dans sa garde-robe, coupées plus à la mode que tout ce qu'il avait porté depuis des décennies. « Tu es magnifique », lui ai-je dit un soir alors qu'il se préparait pour ce qu'il prétendait être une soirée dans un centre de fitness. Il portait une chemise bordeaux que je n'avais jamais vue, une chemise qui faisait ressortir le bleu de ses yeux comme mes compliments l'avaient fait autrefois. Il a souri, mais c'était le sourire d'un inconnu portant le visage de mon mari. « J'essaie juste de rester jeune, ma belle. » Cette formule affectueuse semblait creuse, comme une pièce tombée dans un puits vide. J'ai commencé à remarquer des choses. Sa façon de fredonner en se rasant des mélodies que je ne reconnaissais pas, des airs qui semblaient danser sur ses lèvres avec la légèreté d'une nouvelle romance. Sa façon de consulter constamment son téléphone, l'appareil devenant le prolongement de sa main d'une manière qui semblait peu naturelle pour un homme qui avait passé des années à prétendre que la technologie était trop compliquée. Sa façon de me regarder parfois par-dessus notre table, ses yeux exprimant une expression troublante ressemblant à de la pitié. Quiconque est marié depuis 40 ans connaît ce sentiment. La lente et insidieuse prise de conscience que la personne à côté de vous devient quelqu'un d'autre, quelqu'un avec des secrets qui vous excluent totalement. L'après-midi où j'ai trouvé les lettres, la pluie d'octobre tambourinait sur nos tuiles en terre cuite comme des doigts impatients. Pierre était allé au marché, prétextant que nous avions besoin de poissons frais pour le dîner, alors que nous venions d'acheter de la morue 2 jours plus tôt. J'étais en train de ranger nos vêtements de saison, déplaçant les vêtements d'été pour faire de la place à la laine d'automne, lorsque ma main a rencontré ses papiers dans la poche de son blazer. 5 lettres. Du papier rose si délicat qu'il semblait rougir à mon contact. L'écriture était féminine, fluide, l'écriture soignée de quelqu'un d'assez jeune pour avoir appris l'écriture cursive à une époque où l'écriture avait encore de l'importance, mais pas assez pour l'avoir abandonnée au profit des claviers et des écrans. Mes mains tremblaient en dépliant la première lettre. Les mots flottaient devant mes yeux, chaque phrase comme un petit couteau trouvant sa marque. Mon amour, commençait-il. Quand tu me touches, j'ai l'impression de découvrir pour la première fois ce que signifie être en vie. À 28 ans, je croyais savoir ce qu'était l'amour, mais tu m'as montré que je jouais avec les ombres. J'ai dû m'asseoir sur notre lit, le lit où Pierre et moi avions fait l'amour, où nous avions conçu Céleste, où nous nous étions serrés l'un contre l'autre malgré les maladies et les chagrins, et 42 ans d'intimité accumulés. Le matelas semblait s'affaisser sous le poids de cette nouvelle connaissance. La deuxième lettre décrivait leur rencontre à l'aquagym, comment elle avait été attirée par sa présence distinguée, et
sa façon de se mouvoir dans l'eau comme un homme 2 fois plus jeune que toi. Elle racontait des moments volés au café du centre de fitness, comment il la faisait rire, comment elle n'avait jamais été avec un homme plus âgé auparavant, mais qu'elle se trouvait enivrée par son expérience et sa confiance. Ils étaient loin de se douter de ce que je préparais, assise là, à lire la vie secrète de mon mari. La 3e lettre mentionnait des cadeaux, un collier d'une boutique de la rue de la République que j'avais reconnu pour l'avoir admiré des mois auparavant, mais que Pierre avait rejeté comme trop cher pour notre budget. La 4e parlait de leur premier week-end ensemble, dans un petit hôtel de Cassis que nous avions envisagé de visiter pour notre anniversaire, mais que nous n'avions jamais réussi à réserver. Mais c'est la 5e lettre qui m'a complètement bouleversée. J'ai une nouvelle qui va tout changer, avait-elle écrit de cette écriture soignée et juvénile. Je suis enceinte, mon chéri. 3 mois maintenant. Je sais que nous n'avions pas prévu cela, mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est un signe, que nous sommes peut-être faits pour construire quelque chose de vrai ensemble. Je sais que c'est compliqué avec ta situation, mais je crois que l'amour trouve toujours un chemin. Le papier a flotté de mes doigts jusqu'au sol. Dehors, la pluie continuait son rythme implacable, mais dans notre chambre, le silence s'étendait jusqu'à ce que même l'horloge ancienne sur notre cheminée semble retenir son souffle. Je savais ce que je devais faire. Mais d'abord, il me fallait comprendre toute l'ampleur de ce à quoi je faisais face. Les lettres parlaient de cadeaux, de week-ends loin de chez moi, de promesses d'un avenir commun. Tout cela nécessitait de l'argent que, dans notre mariage, j'avais toujours supposé provenir de nos comptes communs, de notre épargne retraite soigneusement gérée. Je déambulais dans la maison comme une somnambule, rassemblant relevés bancaires, factures de cartes de crédit, tous les documents financiers que je pouvais trouver. Pierre avait toujours géré nos comptes, affirmant qu'il était plus facile qu'une seule personne gère tout. Je lui faisais entièrement confiance, comme on fait confiance à la terre sous ses pieds pour ne pas céder. Elle a cédé. Notre compte d'épargne, autrefois confortablement garni de 45 000 €, était tombé à 18 000 €. Notre carte de crédit affichait des débits que je ne reconnaissais pas, des restaurants à Marseille où nous n'avions jamais dîné, une bijouterie à Cannes où nous n'avions jamais fait de shopping, des hôtels dans des villes côtières que nous n'avions jamais visités ensemble. Mais le plus choquant, c'était le document hypothécaire que j'avais trouvé enfoui dans le tiroir de son bureau, tamponné et signé il y a seulement 6 semaines. Pierre avait contracté un prêt de 15 000 € sur notre maison, la maison que nous avions mis 30 ans à rembourser, celle qui était censée nous garantir nos vieux jours. La maison que je croyais enfin, entièrement nôtre. La trahison avait un goût de cuivre dans ma bouche, comme le sang d'une langue mordue. J'entendis sa clé dans la porte d'entrée, le bruit familier de ses pas sur le carrelage de notre entrée. Vite, je remis tout exactement comme je l'avais trouvé. Les lettres dans la poche de son blazer, les documents financiers dans leur dossier. Lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte de notre chambre, un sac plastique à la main, je pliai innocemment ses pulls. « As-tu trouvé ce que tu cherchais au marché ?» demandai-je d'une voix assurée malgré l'ouragan qui faisait rage dans ma poitrine. « Oh oui » dit-il sans vraiment me regarder dans les yeux. « Un magnifique bar aujourd'hui. Marie-Claire sera ravie quand elle goûtera ce que j'ai préparé pour le dîner. » Marie-Claire. Même son nom sonnait jeune, frais, vierge des décennies qui avaient terni le mien. Je me demandais s'il lui avait parlé de sa femme, si j'étais dans leur conversation un obstacle à surmonter ou simplement un triste détail de son passé complexe. La colère que je ressentais alors s'était cristallisée en quelque chose de plus utile, la stratégie. Les jours suivants, j'ai joué le rôle que j'avais perfectionné pendant 4 décennies. L'épouse dévouée, la femme qui ne posait pas de questions difficiles et ne créait pas de silence gênant. Mais si Pierre voyait la même Marguerite qu'il avait toujours connue, intérieurement, je me transformais en quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui prenait des notes. Quelqu'un qui planifiait. Quelqu'un qui comprenait que la connaissance était un pouvoir, et que le pouvoir, exercé avec soin, pouvait remodeler le monde. J'ai commencé à tout documenter. Lorsque Pierre partait pour ses séances d'aquagym, j'ai photographié le contenu de ses poches avant de tout remettre à sa place exacte. J'ai mémorisé ses nouvelles habitudes, la façon dont il prenait désormais sa douche dès son retour à la maison, la façon dont il cachait son téléphone quand j'entrais dans la pièce,
la façon dont il avait commencé à acheter des produits d'épicerie dans des magasins spécifiques qui se trouvaient à proximité du centre de fitness où il prétendait faire de l'exercice. J'ai découvert qu'il lui avait acheté une voiture rien de luxueux, une Citroën d'occasion, mais une dépense qui provenait tout de même de notre compte commun à mon insu. J'ai trouvé des reçus de lingerie achetés dans une boutique du centre historique d'Aix, taille 36, et non la taille 42 que je portais depuis 10 ans. Il y avait aussi des tickets de restaurant dont les montants suggéraient des repas intimes à deux, des endroits où il avait apparemment appris à apprécier des vins qu'il n'avait jamais commandés avec moi. Mais la preuve la plus accablante provenait d'une source inattendue, sa propre famille. Isabelle, la sœur de Pierre, avait toujours été pour moi plus une amie qu'une belle-sœur. De 2 ans sa cadette, elle avait observé l'arrogance croissante de son frère au fil des ans avec une irritation croissante. Lorsqu'elle était passée prendre un café un après-midi pendant que Pierre était à sa salle de sport, elle rapporta des ragots de sa propre salle de sport. « Tu sais, dit-elle en versant du sucre dans son café, j'ai vu une chose étrange la semaine dernière. Pierre était au Café des Arts avec une jeune femme pas plus âgée que ma fille. Ils se tenaient la main par-dessus la table, comme des adolescents. Elle observa attentivement mon visage tandis qu'elle parlait, et je compris qu'elle me testait, me proposant de me confier à elle. Au lieu de cela, je sentis un déclic, comme une clé qui trouve sa serrure. « C'est étrange, dis-je d'un ton neutre. Il n'a pas mentionné avoir rencontré quelqu'un de son cours de sport pour prendre un café. » Les yeux d'Isabelle se plissèrent légèrement. « Non, je ne pense pas que ce soit quelqu'un du cours de sport, Marguerite. Ça avait l'air différent. Plus intime. » L'alliance dont j'avais besoin venait de se présenter. Ce soir-là, après que Pierre fut couché, je rappelai Isabelle. Cette fois, je lui racontai tout, les lettres, la grossesse, le prêt immobilier. J'ai regardé mon mari dormir paisiblement par la porte de notre chambre, un bras étendu sur l'espace où j'aurais dû être allongé, et j'ai senti une vague de froid et de détermination s'installer dans ma poitrine. « Ce salaud, murmura Isabelle au téléphone. Après tout ce que tu lui as donné, tout ce que tu as sacrifié. Marguerite, on ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Je n'en ai pas l'intention, dis-je doucement. Ce que nous avions prévu ensuite aurait impressionné Machiavel lui-même. Isabelle, il s'avéra qu'elle avait hérité de bien plus que les pommettes saillantes de la famille, elle possédait leur talent pour la stratégie. Directrice administrative retraitée du gouvernement régional, elle comprenait la bureaucratie, la documentation et le pouvoir des révélations opportunes. Son 70e anniversaire est le mois prochain, songea-t-elle lors d'une de nos réunions clandestines dans un café loin de notre quartier. Tout le monde sera là, ta fille, ses collègues de banque, nos cousins lyonnais. Ils préparent cette fête depuis des mois, en parlent comme d'une grande célébration de ses accomplissements. Je sirotais mon vin en pensant à l'excitation de Pierre à l'approche de son anniversaire. Il avait réservé la salle à manger privée du restaurant Le Jasmin, invité 40 personnes, prévu un menu incluant sa bouillabaisse préférée. Il avait parlé de faire un discours, de repenser à ses 70 ans, à sa carrière florissante, à sa belle famille. Ce serait dommage, dis-je lentement, qu'une telle célébration soit interrompue par des vérités dérangeantes. Isabelle sourit, et pendant un instant, je vis la ruse de son frère se refléter sur son visage. En effet, nous passâmes les 3 semaines suivantes à préparer ce qu'Isabelle appelait notre « dossier de vérité ». Tandis que Pierre poursuivait ses tromperies désormais étendues aux soirées de fitness, que je savais être des dîners avec Marie-Claire, nous rassemblions des preuves irréfutables. Relevé bancaire attestant du prêt non autorisé. Relevé de carte de crédit documentant ses dépenses secrètes. Photo des lettres d'amour que j'avais prises avant de les remettre soigneusement dans la poche de sa veste. Ticket de restaurant retrouvé dans sa voiture, attestant de dîners intimes à 2. Même un ticket de caisse de bijouterie attestant de l'achat d'une bague de fiançailles, un détail qui m'a fait trembler les mains en le découvrant enfoui dans sa serviette. Une bague de fiançailles. À 70 ans, après 42 ans de mariage, mon mari prévoyait de demander en mariage une jeune fille assez jeune pour être notre petite fille. Mais notre preuve la plus accablante venait de Marie-Claire elle-même. Isabelle avait découvert grâce à son réseau que la jeune femme travaillait comme assistante en kinésithérapie au centre de fitness, non pas une participante au cours d'aquagym,
mais une employée que Pierre avait rencontrée lors de ses séances de kinésithérapie légitime pour une blessure à l'épaule qu'il avait effectivement fait soigner au printemps précédent. Leur liaison durait depuis 8 mois, et non les quelques semaines que les premières lettres laissaient entendre. Elle ignore totalement qu'il envisage de te quitter, rapporta Isabelle après une matinée passée à discuter stratégiquement avec d'autres membres du centre de fitness. Elle pense que vous êtes déjà séparés, qu'il attend que le divorce soit prononcé avant de rendre leur relation publique. Il lui a dit que c'est toi qui retardes les choses, que tu te montres difficile au sujet du règlement financier. Les manipulations étaient plus profondes que je ne l'avais imaginé. Pierre ne m'avait pas seulement trahi, il avait construit un faux récit dans lequel j'étais la méchante de son histoire d'amour, l'épouse amère qui faisait obstacle au véritable amour. Le portrait qu'il avait dressé de moi à sa jeune maîtresse me brûlait la gorge comme de l'acide. Mais il clarifiait aussi quelque chose d'essentiel, il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il s'agissait d'un homme qui avait décidé de réécrire l'histoire elle-même, de se poser en héros romantique d'une histoire qui avait effacé 42 ans de vie commune. 2 semaines avant son anniversaire, j'ai déjeuné avec notre fille Céleste à Marseille. À 38 ans, elle avait hérité de mon sens pratique et de l'intelligence vive de Pierre, mais heureusement pas de sa capacité à se duper. Alors que nous étions assis dans un restaurant surplombant le vieux port, à regarder les bateaux de pêche revenir avec leur pêche du matin, je lui ai tout raconté. Le visage de Céleste passa par une série d'expressions, le choc, la colère, le dégoût, et enfin, une fureur froide qui me rappela fortement moi-même. « Papa a toujours dit que tu étais trop confiante », dit-elle en coupant sa bouillabaisse d'un geste vif et précis. J'imagine qu'il comptait là-dessus. Je lui faisais confiance, ai-je acquiescé. Au passé. Elle leva alors les yeux vers moi, me voyant vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Je vais dire la vérité, ai-je dit simplement. À son anniversaire. Devant tous ceux qui comptent pour lui. Céleste resta silencieuse un long moment, regardant les mouettes tournoyer au-dessus du port. Finalement, elle hocha la tête. Bien. Il est temps que quelqu'un le fasse. La veille du 70e anniversaire de Pierre, je restais éveillé, l'écoutant respirer à mes côtés. Il m'avait fait l'amour 3 jours plus tôt, tendre, familier, routinier. Je me demandais s'il avait fait la même chose avec Marie-Claire cet après-midi-là, si notre intimité était devenue le point de départ de sa véritable passion. Je me demandais s'il ressentait une quelconque culpabilité, ou s'il avait simplement rationalisé 4 décennies de vie commune comme le prix à payer pour poursuivre ce qu'il était convaincu d'être le véritable amour. Dans l'obscurité, je répétais ce que j'allais dire, comment je le dirais. Isabelle et moi avions planifié chaque détail, du moment de la révélation à l'ordre dans lequel je présenterais les preuves. Céleste serait là pour me soutenir, ainsi que plusieurs cousins qui s'étaient lassés de l'arrogance croissante de Pierre au fil des ans. Mais, allongé là, dans l'obscurité qui précédait l'aube, ce qui me frappait le plus n'était ni la colère, ni la douleur, ni même l'attente de la justice. C'était du chagrin. Du chagrin pour le mariage que je croyais, pour l'homme que je croyais en Pierre, pour l'avenir que nous avions planifié ensemble et qui n'existerait jamais. Du chagrin pour la version de moi-même qui avait une confiance totale, qui n'avait jamais imaginé devoir devenir la femme que j'allais révéler. Le matin de son anniversaire, Pierre se réveilla avec l'excitation d'un enfant au matin de Noël. Il fredonna sous la douche une de ces nouvelles mélodies mystérieuses qui appartenaient à sa vie secrète et s'habilla avec un soin inhabituel de la nouvelle chemise que j'avais feinte de ne pas remarquer qu'il avait achetée. 70 ans, dit-il en ajustant sa cravate devant le miroir de notre chambre. 70 ans. Difficile à croire. Oui, approuvai-je en l'observant depuis notre lit. Difficile à croire ce qu'on peut accomplir en 70 ans. Il manqua complètement le tranchant de ma voix, trop concentré sur son propre reflet, son anticipation de ce qu'il attendait clairement comme une célébration triomphale de sa vie et de ses accomplissements. J'ai le sentiment que ce sera un anniversaire inoubliable, continua-t-il en lissant ses cheveux argentés. Oh, j'en suis sûr, dis-je. La fête devait commencer à 19 heures, mais Isabelle et moi sommes arrivés au restaurant Le Jasmin 1 heure en avance pour finaliser nos préparatifs. La salle à manger privée était élégante. Des tables éclairées à la bougie disposées autour d'un espace central où Pierre prévoyait de prononcer son discours,
des fleurs de notre jardin décorant chaque table, du champagne au frais dans des seaux en argent. Il a tout magnifiquement arrangé, observa Isabelle en m'aidant à ranger mon dossier de preuves. C'est dommage que ça ne se passe pas comme prévu. Les invités commencèrent à arriver à 19 heures précises, les anciens collègues de banque de Pierre, les voisins de notre rue, les cousins de Lyon et d'Avignon, des amis de longue date qui partageaient avec nous des décennies de dîners et de fêtes. Céleste arriva avec son mari Marc, tous deux m'accueillant avec la tendresse prudente de ceux qui savaient ce qui allait arriver. Pierre était dans son élément, occupant le bar, acceptant félicitations et vœux d'anniversaire avec la grâce d'un homme qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Il était beau dans sa nouvelle chemise, distingué par ses cheveux argentés et son sourire confiant. En le regardant, je comprenais presque comment une femme de 28 ans pouvait le trouver attirant, voir dans sa maturité et sa confiance en soi quelque chose qui manquait aux hommes plus jeunes. Mais je voyais aussi ce qu'elle ne voyait pas. Le sentiment d'avoir tout gagné qui s'était développé comme un cancer au fil des ans, l'idée que le monde existait pour satisfaire ses désirs, la cruauté désinvolte d'un homme prêt à risquer tout ce que sa femme l'avait aidé à construire pour le plaisir de se sentir à nouveau jeune. À 8h30, après que le repas eut été servi et que le vin eut coulé à flots, Pierre se leva pour prononcer son discours. La salle se tut, 40 visages se tournant vers lui avec la chaleureuse attention réservée aux patriarches bien-aimés lors des grandes occasions. « Mes chers amis et ma famille », commença-t-il, sa voix imprégnée de l'autorité de décennies passées à diriger des conseils d'administration et à gérer l'argent des autres. 70 ans, c'est long à vivre, et j'ai eu la chance de partager tant de ces années avec les personnes présentes dans cette salle. Il parla magnifiquement de sa carrière, de ses réussites, de sa fierté de voir Céleste devenir la femme remarquable qu'elle était devenue. Il remercia ses amis pour leur loyauté, sa famille pour son amour. Il parla de l'importance de suivre son cœur, de ne jamais se contenter de moins qu'un bonheur total. La vie est trop courte et trop précieuse pour la gâcher en regrets, dit-il, son regard croisant le mien à l'autre bout de la pièce. Parfois, il faut avoir le courage de poursuivre ce qui nous rend vraiment vivants, même si cela implique de faire des choix difficiles. L'ironie était saisissante. Il prononçait un discours sur le courage et l'authenticité tout en vivant le mensonge le plus élaboré de sa vie. Il parlait de ne pas perdre de temps en regrets tout en créant activement les circonstances des plus profonds regrets de notre existence commune. Lorsqu'il eut terminé, la salle fusa d'applaudissements. On leva son verre pour trinquer à sa santé, à son bonheur, à ses 70 prochaines années. Il accepta leurs éloges avec la satisfaction d'un homme convaincu de mériter tout ce que la vie lui avait donné de bon. Puis il demanda si quelqu'un d'autre souhaitait dire quelques mots. Je me levai. L'attention de la salle se porta sur moi, avec la douce chaleur du vin et le ventre plein. Ces personnes me connaissaient comme l'épouse dévouée de Pierre, l'institutrice discrète qui avait soutenu la carrière de son mari et élevé leur fille avec dignité et grâce. Elles s'attendaient peut-être à un hommage affectueux, une timide expression de gratitude pour 42 ans de mariage. Merci, Pierre, pour ce beau discours sur le fait de suivre son cœur et de faire des choix difficiles, commençai-je, ma voix résonnant clairement dans la salle soudain silencieuse. Je pense que ce soir est le moment idéal pour parler de courage et d'authenticité. J'ouvris le dossier que j'avais posé sur ma chaise et en sortis la première photo, Pierre et Marie-Claire au Café des Arts, les mains entrelacées sur une petite table, le jeune visage de Pierre tourné vers lui avec une adoration évidente. Cette photo a été prise il y a 3 semaines, dis-je en la brandissant pour que tout le monde la voie. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être mon mari, mais je ne pense pas que vous ayez rencontré sa compagne. Elle s'appelle Marie-Claire. Elle a 28 ans et porte l'enfant de Pierre. Le silence qui suivit fut absolu. 40 personnes figées dans des tableaux de stupeur, verre à vin à mi-chemin des lèvres, fourchettes oubliées en l'air. Le visage de Pierre devint blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. « Marguerite, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Que faites-vous ? Je dis la vérité, répondis-je calmement. Quelque chose que vous semblez avoir oublié faire. La photo suivante les montrait dans un restaurant de Cassis, le même week-end à l'hôtel mentionné dans ses lettres. Puis le ticket de caisse de la bijouterie pour son collier. Puis la carte grise de la Citroën qu'il lui avait offerte. Chaque preuve tombait comme une pierre dans l'eau, provoquant des murmures et des halètements dans la pièce.
Pierre a passé 8 mois à construire une relation avec cette jeune femme, ai-je continué d'une voix ferme malgré le tourbillon d'émotions qui me submergeait. Il lui a dit que nous étions séparés, que c'était moi qui empêchais leur bonheur. Il a dépensé notre épargne retraite en cadeaux pour elle, en week-end avec elle, et même en voiture. Le mois dernier, il a contracté un prêt de 15 000 € sur notre maison, celle que je croyais être notre propriété commune, pour lui acheter une bague de fiançailles. Je brandis le ticket de caisse de la bijouterie, observant le chiffre en bas s'inscrire sur les visages autour de moi. 15 000 €. Plus que ce que beaucoup de ces gens ont gagné en 6 mois. Mais le plus remarquable dans cette histoire, dis-je en regardant Pierre droit dans les yeux, c'est qu'elle est enceinte de 3 mois. À 70 ans, mon mari attend un enfant d'une femme assez jeune pour être sa petite fille. L'explosion vint d'abord de Céleste, un son de pur dégoût qui transperça la pièce comme une lame. Puis les murmures commencèrent, un grondement grandissant de choc et de condamnation qui emplit l'espace entre les bougies et les fleurs de notre jardin. Pierre resta figé à la table d'honneur, la bouche ouverte et fermée sans un son. L'homme confiant qui régnait dans la salle quelques minutes plus tôt avait été remplacé par quelqu'un de plus petit, de plus âgé, soudain fragile sous le poids de l'exposition publique. « Comment as-tu pu » La voix de Céleste s'éleva au-dessus des murmures. Elle se tenait à sa table, le visage rouge de colère. « Comment as-tu pu faire ça à maman? À notre famille? » Ce n'est pas ce que tu crois, parvint à dire Pierre, la voix brisée. C'est compliqué. Tu ne comprends pas? Non, l'interrompis-je, ma voix coupant court à sa tentative d'explication. En fait, c'est assez simple. Tu as rencontré une jeune femme qui t'a rajeuni. Tu as décidé que ce sentiment valait plus que 42 ans de mariage, plus que les promesses que tu m'avais faites, plus que la sécurité financière que nous avions bâtie ensemble. Tu as décidé que ça valait la peine de mentir à tous ceux qui, dans cette salle, te faisaient confiance et te respectaient. La salle était redevenue complètement silencieuse, tous les regards rivés sur le drame qui se déroulait à la table d'honneur. C'étaient des gens qui avaient assisté à notre mariage, qui avaient célébré la naissance, la première communion et la remise des diplômes de Céleste avec nous, qui avaient partagé d'innombrables repas, fêtes et événements marquants. Ils assistaient à la dissolution de ce qu'ils croyaient être l'un des mariages les plus solides de leur entourage. Le plus triste, continuai-je en regardant autour de moi des visages que je connaissais depuis des décennies, c'est qu'ils lui ment aussi. Marie-Claire se croit amoureuse d'un homme libre de l'aimer en retour. Elle ignore qu'il vient dans mon lit, me fait l'amour, planifie nos voyages de retraite, tout en lui promettant un avenir ensemble. Elle est autant victime de ces tromperies que moi. Cette vérité m'a frappé avec une force particulière, car elle a recadré toute l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement d'un mari infidèle, mais d'un homme si égoïste qu'il avait manipulé 2 femmes simultanément, les maintenant toutes 2 dans des mensonges soigneusement construits pour servir ses propres désirs. Pierre a finalement retrouvé sa voix, même si ce n'était qu'un murmure rauque. Tu détruis tout. Notre famille, nos amitiés, tout ce que nous avons construit ensemble. Non, Pierre, répondis-je doucement. Tu as tout gâché il y a 8 mois en décidant que ton bonheur était plus important que celui des autres. Je m'assure simplement que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. Il parcourut la salle du regard, cherchant désespérément le soutien, la compréhension et le pardon de ceux qui avaient été ses amis et collègues pendant des décennies. Il ne trouva que des visages emplis de déception, de dégoût et du jugement particulier réservé aux hommes qui trahissent les femmes bien. Sa sœur Isabelle se leva de sa table. « Je pense que tu devrais partir, Pierre, dit-elle froidement. Ce n'est plus ta fête. » Isabelle, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, l'interrompit-elle. Je comprends que tu sois un vieil imbécile égoïste qui a gâché la meilleure chose de sa vie pour un fantasme. Je comprends que tu aies humilié la plus belle femme que je connaisse. Et je comprends que j'ai honte de t'appeler mon frère. La condamnation de sa propre sœur sembla briser quelque chose en Pierre. Il regarda une dernière fois autour de la salle, observant les visages de ceux qu'il avait autrefois respectés, puis il sortit. Il quitta simplement sa propre fête pour ses 70 ans, laissant derrière lui 40 personnes qui ne penseraient plus jamais à lui de la même manière. Le silence qui suivit son départ dura ce qui me sembla des heures, mais qui n'était probablement que quelques secondes. Puis notre voisine, Madame Dubois,
une femme que je connaissais depuis 15 ans, se leva et se mit à applaudir. D'autres la rejoignirent jusqu'à ce que toute la salle applaudisse non pas pour Pierre, mais pour moi. Pour le courage qu'il avait fallu pour révéler la vérité. Pour la dignité avec laquelle j'avais géré une situation impossible. Mais je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais vide, épuisé, comme un bâtiment après une démolition contrôlée toujours debout, mais fondamentalement transformé d'une manière qu'il faudrait du temps pour comprendre. La fête se termina après cela, bien sûr. On me serra dans mes bras, on me murmura des mots de soutien, on me promit que Pierre regretterait ses choix. Céleste resta pour m'aider à ranger, le visage encore rouge de colère face à la trahison de son père. « Je suis fière de toi, maman, » dit-elle tandis que nous rassemblions les preuves que j'avais soigneusement préparées. Il a fallu une force incroyable. Vraiment, demandai-je, soudain incertaine. Où était ce juste de la cruauté déguisée en justice? Elle y réfléchit sérieusement, comme elle avait toujours envisagé les questions difficiles. C'était la vérité, dit-elle finalement. Et parfois, la vérité est la chose la plus courageuse qu'on puisse offrir. La suite des événements surprit tout le monde, moi y compris. 3 semaines après la fête d'anniversaire, alors que je m'occupais de ma lavande dans la fraîcheur matinale, une petite voiture jaune s'arrêta dans mon allée. Je la reconnus immédiatement, la Citroën que Pierre avait achetée pour Marie-Claire, celle que j'avais vue sur les photos qu'Isabelle m'avait aidé à rassembler. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé, plus fragile. Sa grossesse commençait à se voir, une douce courbe sous sa robe en coton la rajeunissait encore plus que ses 28 ans. Son visage était strié de larmes, ses cheveux noirs tirés en arrière en une simple queue de cheval qui me rappelait douloureusement Céleste à cet âge. « Madame, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, je suis Marie-Claire. Je crois qu'il faut qu'on parle. » Mon premier réflexe fut de fermer la porte, de me protéger de cette ultime intrusion dans ma vie ruinée. Mais quelque chose dans son regard, une douleur qui reflétait la mienne, me poussa à m'écarter et à la laisser entrer. Nous nous installâmes dans ma cuisine, à la même table en chêne où Pierre avait annoncé son intention de s'inscrire à l'aquagym des mois auparavant. Je préparais du café pour moi et de la tisane pour elle, les rituels domestiques nous laissant le temps de trouver les mots pour une conversation impossible. « Je ne savais pas, » dit-elle finalement, les mains serrées autour de la tasse chaude. « À propos du mariage, je veux dire. À propos de combien il nous mentait à tous les deux. Il m'a dit que vous étiez séparés, que vous attendiez juste que les papiers soient finalisés. Il a dit que vous vous éloigniez depuis des années, que rester marié était juste, pratique. » J'observais son visage, à la recherche d'une tromperie, de l'opportunisme calculateur que je m'attendais à trouver chez la maîtresse de mon mari. Au lieu de cela, je vis quelqu'un qui avait été aussi minutieusement manipulé que moi, juste sous un angle différent. Il m'a dit qu'il m'aimait, continua-t-elle, les larmes aux yeux. Qu'il n'avait jamais ressenti ça auparavant, que l'âge n'avait aucune importance quand 2 personnes étaient faites pour être ensemble. Il a dit qu'une fois le divorce prononcé, nous nous marierions, qu'il serait un père digne de ce nom pour notre bébé. Le bébé. J'étais tellement concentré sur la trahison, les tromperies financières, l'humiliation publique, que j'en avais presque oublié l'enfant qui naîtrait de ce désastre. L'enfant de Pierre. Sa seconde chance de paternité à un âge où la plupart des hommes devenaient arrière-grand-pères. Et maintenant, demandai-je doucement. Maintenant, je sais qu'il m'a menti sur tout. Après sa fête d'anniversaire, il est venu me voir. Il était en colère, désespéré. Il a dit que tu avais tout gâché, que tu étais vindicatif et cruel. Mais la façon dont il parlait de toi. Elle leva vers moi des yeux qui semblaient plus vieux que son âge. J'ai réalisé qu'il n'avait jamais cessé de t'aimer. Que je n'étais qu'une distraction. Un moyen pour lui de se sentir jeune à nouveau. L'ironie était stupéfiante. Pierre avait détruit notre mariage pour un fantasme, et ce faisant, avait détruit le fantasme lui-même. En nous mentant à tous les deux, il s'était assuré qu'aucun de nous ne pourrait plus jamais lui faire confiance. « Je suis désolée, » murmura Marie-Claire. « Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je pensais être amoureuse. Je pensais qu'il était libre de m'aimer en retour. » La regardant au jeune, enceinte, trahie, j'ai senti quelque chose se transformer en moi.
La colère qui m'avait soutenu pendant des semaines d'investigation et de planification a commencé à se transformer en autre chose. Quelque chose qui m'a surprise par sa tendresse. « Tu étais amoureuse ?» dis-je doucement. « De l'homme qu'il prétendait être. Ce n'est pas ta faute. » Nous avons discuté pendant 3 heures ce matin-là. Elle m'a parlé de son travail au centre de fitness, de son petit appartement à Marseille, de sa famille qui vivait en Bretagne et ignorait tout de sa situation. Je lui ai parlé de mon mariage, de l'homme qu'avait été Pierre avant qu'il ne décide que 70 ans étaient trop vieux pour se contenter de ce qu'il avait. Quand elle est partie, nous n'étions plus amis, ça aurait été impossible. Mais nous n'étions plus ennemis. Nous étions 2 femmes qui avaient aimé le même homme et appris, de manière très différente, que l'homme que nous avions aimé n'avait jamais vraiment existé. Les semaines qui ont suivi ont été différentes de tout ce que j'avais vécu en 77 ans de vie. La nouvelle de l'humiliation de Pierre s'était répandue dans notre cercle social comme une traînée de poudre, suscitant des discussions, des prises de position et des jugements qui allaient remodeler nos relations pour les années à venir. Certaines amies m'ont soutenu, d'autres ont complètement disparu, mal à l'aise face au désordre d'un échec conjugal public. Pierre lui-même avait disparu. Céleste avait appris par des connaissances communes qu'il avait loué un petit appartement à Marseille, qu'on l'avait vu l'air hagard et diminué dans les cafés où il tenait sa cour. L'homme sûr de lui qui avait régné sur les conseils d'administration et les fêtes d'anniversaire avait été remplacé par quelqu'un de plus petit, de plus âgé, soudain fragile sous le poids de l'exposition publique. Mais je me suis surpris à penser de moins en moins à Pierre et de plus en plus à l'avenir. À 67 ans, je prenais un nouveau départ. Notre maison était à moi, l'hypothèque que Pierre avait contractée était à son nom seul, ce qui l'obligeait à la rembourser. Nos économies étaient décimées, mais je conservais ma retraite d'enseignant et la possibilité de gagner un revenu locatif grâce à nos chambres d'amis. L'idée m'est venue progressivement, comme un lever de soleil rampant sur un paysage. Nous avions une grande maison, bien trop grande pour une seule personne. Les 2 chambres à l'étage qui avaient autrefois appartenu à Céleste et notre chambre d'amis étaient vides, remplies de décennies de biens accumulés qui semblaient soudain dénués de sens. J'ai passé une annonce dans le journal local, chambre confortable disponible dans un quartier résidentiel calme. Locataire mature et responsable de préférence. Accès au jardin inclus. Mon premier locataire était Claude, un veuf septuagénaire qui avait vendu la maison familiale après le décès de sa femme et cherchait un endroit paisible pour passer le reste de ses jours. Professeur de lettres à la retraite, il était doux et cultivé, passionné par les plantes, ce qui faisait de lui le gardien idéal de mon jardin de lavande. Le deuxième était Amélie, une femme divorcée d'une 50aine d'années, traductrice et à la recherche d'un espace calme pour travailler à domicile. Elle avait élevé 3 enfants et se redécouvrait à l'âge mûr, apprenant l'aquarelle et planifiant des voyages dans des endroits qu'elle rêvait de visiter depuis des décennies. Le troisième était Michel, un boulanger veuf qui avait vendu sa boulangerie et cherchait un endroit où prendre sa retraite où il se sentirait encore chez lui. Il apportait avec lui l'odeur persistante de la levure et de la farine, et une envie irrépressible de faire du pain pour tous les membres de la maison chaque matin. En 6 mois, ma maison vide était devenue une famille différente. Nous partagions les repas dans ma cuisine, les conversations dans mon jardin, au rythme tranquille de ceux qui avaient tous survécu à un deuil et trouvé le moyen de reconstruire leur vie à partir de ces souvenirs. Claude m'aidait à planter de nouvelles variétés de lavande. Amélie m'enseignait les techniques de l'aquarelle l'après-midi, lorsque la lumière était parfaite. Michel embaumait nos matinées du parfum des croissants frais et du pain de campagne. C'est Michel qui m'a suggéré le premier de me remettre à la peinture. Je me souviens que tu m'avais dit que tu peignais, m'a-t-il dit un matin, alors que nous étions assis dans le jardin avec notre café, regardant Claude équeuter les roses avec la précision d'un chirurgien. Qu'est-ce qui est arrivé? La question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas pensé à peindre depuis des années, je n'avais pas touché un pinceau depuis que Céleste était petite et que nos vies étaient accaparées par les exigences pratiques d'élever un enfant et de construire la carrière de Pierre. La vie a suivi, ai-je simplement dit. Le mariage, la maternité, le travail. On n'avait jamais eu le temps. Et maintenant? Demanda Amélie en levant les yeux de l'aquarelle sur laquelle elle travaillait une étude de la fenêtre de notre cuisine avec ses rideaux de dentelle et la lumière matinale. Maintenant. À 68 ans, mon mariage s'est effondré, mon avenir est incertain, ma retraite soigneusement planifiée est en ruine.
Que me restait-il d'autre que du temps? Cet après-midi-là, je me suis rendu au magasin de fournitures d'art du Vieil Aix et j'ai acheté des toiles, des pinceaux, des huiles et des aquarelles. La vendeuse, une jeune femme aux doigts tachés de peinture et au regard enthousiaste, m'a aidé à choisir les couleurs et m'a expliqué les différences entre les poils synthétiques et naturels, comme si je m'embarquais pour le voyage le plus important de ma vie. Peut-être que oui. Mon premier tableau était horrible, un paysage guindé de notre jardin qui semblait tout droit sorti d'un livre de coloriage pour enfants. Mais il y avait quelque chose dans la sensation du pinceau dans ma main, dans la façon dont les couleurs se mélangeaient et se fondaient sur la toile, qui réveillait quelque chose dont j'avais oublié l'existence. Je peignais tous les jours. Le lever du soleil sur les champs de lavande. La façon dont la lumière de l'après-midi éclairait notre table de cuisine. Les mains burinées de Claude s'occupant des rosiers. Amélie lisant dans le jardin, ses lunettes illuminant le soleil. Michel pétrissant le pain dans l'obscurité matinale, le visage paisible et concentré. Chaque tableau était meilleur que le précédent, non pas parce que ma technique s'était considérablement améliorée, mais parce que je me souvenais comment voir. Comment remarquer les subtiles variations de violet qui rendaient chaque fleur de lavande unique. Comment les ombres modifiaient le caractère des objets familiers au fil de la journée. Comment les visages des personnes qui vous sont chères révèlent différents aspects d'eux-mêmes selon la qualité de la lumière qui les éclaire. 3 mois après avoir recommencé à peindre, Marie-Claire est venue me rendre visite une deuxième fois. Elle était visiblement enceinte, son ventre rond et bombé, son visage rayonnant de l'éclat particulier des femmes au 2e trimestre. Mais des cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches et des pensées inquiètes. Le bébé est en bonne santé, m'a-t-elle dit alors que nous étions assis dans mon jardin, entouré de toiles que j'avais posées contre les buissons de lavande pour les faire sécher. Un garçon. Il est attendu pour février. Le fils de Pierre. À 70 ans, mon mari allait avoir un fils. Et Pierre? Ai-je demandé, sans être sûr de vouloir connaître la réponse. Il veut voir le bébé à sa naissance, a-t-elle dit doucement. Il dit qu'il veut être un père pour lui. Mais je ne lui fais plus confiance. Après tous ces mensonges, comment puis-je croire ses promesses d'avenir? Je comprenais parfaitement son dilemme. Pierre avait prouvé qu'il était capable de maintenir des tromperies élaborées pendant des mois, de construire des réalités totalement distinctes pour différentes personnes dans sa vie. Comment pouvait-on croire les promesses d'un homme qui avait démontré une telle capacité de manipulation? Que veux-tu faire? Demandai-je. Elle resta silencieuse un long moment, observant Claude travailler dans la roseraie avec la patience inébranlable de quelqu'un qui comprenait que les belles choses prennent du temps à pousser. Je veux élever mon fils dans un endroit paisible, dit-elle finalement. Un endroit honnête. J'envisage de retourner vivre en Bretagne, près de ma famille. Ma mère a dit qu'elle m'aiderait avec le bébé. Ça me paraît sage, dis-je, sincère. Elle me regarda alors avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit ce matin-là, quand je suis venu m'excuser. À quel point nous étions tous les deux victimes de ces mensonges. Ça m'a fait réaliser que te haïr serait comme haïr mon propre reflet. Cette observation était si perspicace, si étonnamment profonde, que je sentis quelque chose se tordre à nouveau dans ma poitrine. Cette jeune femme, qui portait l'enfant de mon mari, avait compris quelque chose de notre situation que j'avais mis des mois à saisir pleinement. Tu seras une mère merveilleuse, lui ai-je dit, surprise de constater à quel point je le pensais. En partant ce jour-là, elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, une étreinte brève et prudente qui témoignait du lien étrange que nous avions tissé à travers notre expérience commune de la trahison de Pierre. Je ne l'ai jamais revue, mais j'ai souvent pensé à elle dans les mois qui ont suivi, me demandant ce qu'il advenait de son fils, espérant qu'elle avait trouvé la paix et l'honnêteté qu'elle recherchait en Bretagne. L'appel est arrivé un mardi soir de mars, alors que Michel servait son pot-au-feu hebdomadaire et que Claude ouvrait une bouteille de Côte-du-Rhône qu'il gardait pour une occasion indéterminée. La voix de Céleste au téléphone était tendue par le stress et quelque chose qui aurait pu être un devoir réticent. « Papa est à l'hôpital ?» a-t-elle dit sans préambule. « Crise cardiaque. C'est arrivé hier, mais il a demandé aux infirmières de n'appeler personne avant aujourd'hui. » Je sentais le poids familier de 42 ans de mariage peser sur mes épaules. Même après tout, la trahison, l'humiliation, le désastre financier, Pierre était toujours mon mari aux yeux de la loi, toujours le père de ma fille,
toujours l'homme qui avait partagé la majeure partie de ma vie d'adulte. Est-ce qu'il va s'en sortir? Demandai-je. Il le pense. C'était relativement léger, mais à son âge. Sa voix s'éteignit, laissant de côté toutes les implications du cœur des 70 ans, le stress de la disgrâce publique et de l'échec personnel. Est-ce qu'il veut me voir? La question me surprit. Je n'avais pas prévu de la poser. Il t'a demandé expressément, dit Céleste doucement. Maman, tu n'es pas obligée d'y aller. Après tout ce qu'il a fait, personne ne te reprocherait de t'être absenté. Mais à l'instant même où elle le disait, je savais que j'irais. Non pas pour Pierre, ni pour pardonner, ni pour se réconcilier, ni pour réparer l'irréparable, mais pour moi-même. Pour clore un chapitre resté en suspens depuis cette horrible fête d'anniversaire 8 mois plus tôt. L'hôpital sentait le désinfectant et les fleurs, ce mélange particulier de stérilité et d'espoir qui semble imprégner tous les lieux où l'on affronte sa mortalité. La chambre de Pierre était située dans l'aile cardiaque, intime et calme, avec une fenêtre donnant sur un petit jardin où les premières fleurs printanières commençaient à éclore. Il paraissait plus petit dans son lit d'hôpital, diminué d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa crise cardiaque, mais tout à voir avec l'effondrement de l'identité qu'il avait passé 70 ans à construire. Ses cheveux argentés étaient en bataille, son visage gris d'épuisement et d'une trace de honte. « Marguerite, dit-il en me voyant sur le seuil. Tu es venue. Céleste a appelé, dis-je simplement en m'asseyant sur la chaise près de son lit, sans lui tendre la main comme je l'aurais fait en d'autres circonstances, dans d'autres vies. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes, deux personnes qui connaissaient autrefois les pensées et le rythme de l'autre, ne sachant plus comment entamer une conversation qu'aucun de nous n'avait souhaité. « Je suis désolé, dit-il finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pour tout ça, pour les mensonges, l'argent, l'humiliation. Pour avoir gâché 42 ans pour quelque chose qui n'a jamais existé. » Les excuses flottaient entre nous, insuffisantes face à l'ampleur des dégâts, mais sincères d'une manière qui m'a surprise. Ce n'était pas l'homme sûr de lui qui justifiait ses choix en parlant de suivre son cœur et de rechercher le bonheur. C'était quelqu'un qui avait été contraint d'affronter les conséquences de ses actes et qui les avait trouvées insupportables. Pourquoi? Demandai-je. C'était la question que je ruminais depuis des mois, celle qui m'avait empêché de dormir même après la confrontation publique, même après avoir construit ma nouvelle vie avec mes locataires et ma peinture. Il resta silencieux si longtemps que je crus qu'il ne répondrait peut-être pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était pleine de larmes. « Parce que j'avais peur de vieillir, dit-il. De perdre toute importance. De voir mon corps s'affaiblir, mon esprit ralentir, et tout le monde autour de moi me voir comme quelqu'un dont les meilleures années étaient derrière lui. Quand Marie-Claire me regardait comme si j'étais encore plein de vie, toujours séduisant, toujours capable d'inspirer la passion, j'avais l'impression qu'on m'offrait une seconde chance. L'honnêteté était brutale dans sa simplicité. Pierre ne m'avait pas trahi par amour, il m'avait trahi par peur. Peur de vieillir, de la mortalité, de l'inévitable diminution qui accompagne le vieillissement. Il avait été prêt à détruire tout ce que nous avions construit ensemble pour éviter d'affronter sa propre fragilité humaine. Et maintenant? Demandai-je. Je suis maintenant un homme de 70 ans, le cœur brisé, avec un fils que je ne connaîtrai probablement jamais vraiment, allongé dans un lit d'hôpital, essayant de comprendre comment je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Il me regarda alors, vraiment, pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Tu as l'air heureuse, Marguerite. Différente, mais heureuse. Je réfléchissais à cette observation, repensant à ma routine matinale avec mes locataires, à mes après-midi dans le jardin à peindre tout ce qui me plaisait, à mes soirées remplies de conversations et de rires, et au rythme tranquille de ceux qui avaient choisi de construire une vie ensemble. Je suis heureuse, dis-je, surprise par la vérité. Pas comme je m'attendais à être à cet âge, pas comme nous l'avions prévu. Mais oui, je suis heureuse. Je suis contente, dit-il, et je crus qu'il était sincère. Je suis contente que l'une de nous ait trouvé comment construire quelque chose de bien à partir des décombres que j'ai créés. Nous avons discuté pendant 1 heure encore, évoquant nos vies séparées depuis sa fête d'anniversaire.
Il m'a parlé de son petit appartement marseillais, de son isolement, de sa conscience grandissante que l'assurance et le charme qu'il avait servi pendant 70 ans s'étaient révélés être de l'égoïsme et de la manipulation. Je lui ai parlé de mes locataires, de ma peinture, de la joie inattendue que j'éprouvais à créer quelque chose de beau chaque jour. Alors que je me levais pour partir, il a pris ma main dans la sienne, la première fois que nous nous touchions depuis que j'avais trouvé ces lettres roses dans la poche de sa veste. « Peux-tu me pardonner » a-t-il demandé. Je l'ai regardé, cet homme qui avait été mon mari, mon compagnon, le père de mon enfant, l'artisan de mon plus grand chagrin. J'ai pensé à Marie-Claire, seule en Bretagne avec son fils. J'ai pensé à Céleste, qui peinait encore à concilier le père qu'elle admirait avec l'homme qu'il s'était révélé être. J'ai pensé à moi, peignant dans mon jardin pendant que le pain cuisait dans ma cuisine et que ma famille, choisie, partageait des histoires autour de ma table. « Je te pardonne » ai-je dit doucement. « Pas pour toi, Pierre. Pour moi. Parce que porter la colère, c'est comme porter du poison, et j'ai construit une vie trop belle pour la contaminer avec de l'amertume. » Il me serra la main une fois, doucement, puis me relâcha. Pierre s'était remis de sa crise cardiaque, mais pas complètement. Les dommages à son système cardiovasculaire impliquaient un mode de vie restreint, des médicaments, un suivi régulier. Plus grave encore, les dommages à ses relations se sont avérés irréparables. Il ne s'est jamais réconcilié avec Céleste, qui a lutté pendant des années pour comprendre comment le père qu'elle avait respecté avait pu devenir l'homme qui avait trahi sa mère à ce point. Il n'a jamais rencontré son fils, bien qu'il envoyât de l'argent chaque mois à Marie-Claire, de l'argent provenant de sa pension, et non du patrimoine que nous avions constitué ensemble. Il est mort 3 ans plus tard, doucement, dans son sommeil, dans le petit appartement où il avait passé ses dernières années. Céleste m'a appelé pour me l'annoncer, d'une voix soigneusement neutre, tandis qu'elle me fournissait les détails des obsèques et du règlement de la succession. J'ai assisté à son service, assis au fond de l'église pendant qu'elle et une poignée d'anciens collègues rendaient hommage à l'homme qu'ils avaient connu avant son autodestruction spectaculaire. Lors de la réception qui a suivi, plusieurs personnes se sont approchées de moi avec des condoléances gênées et des questions posées sur ma gestion du temps. Elles ont semblé surprises par mon sang-froid, par le contentement évident qui se lisait sur mon visage et mon attitude. J'ai compris qu'elles s'attendaient à voir une femme brisée, une personne diminuée par la perte et la trahison. Au lieu de cela, elles ont vu quelqu'un qui avait appris que le bonheur ne vient pas toujours là où on l'attend, que parfois les pertes les plus dévastatrices laissent place aux joies les plus inattendues. J'avais alors 71 ans, installé dans des rythmes et des relations plus authentiques que tout ce que j'avais connu dans la vie soigneusement construite que Pierre et moi avions partagée. Claude était devenu mon ami le plus cher, un compagnon pour nos promenades matinales et nos discussions du soir sur les livres, les jardins et les plaisirs particuliers de vieillir en beauté. Amélie était devenue comme une fille, partageant ses découvertes artistiques et ses aventures de voyage tout en m'aidant à naviguer dans des technologies et des tendances qui me déconcertaient. Michel continuait d'emplir nos matinées de pain frais et nos soirées d'histoire de son époque de boulanger, lorsqu'il se levait à 4 heures du matin pour nourrir le quartier. Ma peinture avait également évolué, devenant plus audacieuse et plus expressive à mesure que j'apprenais à me fier à mon œil et à mon instinct. J'avais eu une petite exposition dans une galerie locale, rien de grandiose, juste une collection de mes études de jardin et de portraits de mes colocataires, qui avait attiré l'attention de personnes qui appréciaient l'observation honnête et l'émotion authentique plutôt que la perfection technique. Le lendemain des funérailles de Pierre, je me suis réveillé avant l'aube et je me suis installé devant mon chevalet dans le jardin. La toile sur laquelle je travaillais représentait notre table de cuisine à l'heure du petit déjeuner, Claude lisant son journal, Amélie mélangeant du sucre dans son café, Michel disposant des croissants frais sur une assiette. La lumière matinale filtrait à travers des rideaux de dentelle sur des visages devenus aussi familiers et aimés que des membres de ma famille. Tout en peignant, ajoutant les touches finales qui captureraient la qualité de la lumière qui sacralise les instants ordinaires, je pensais à l'étrange voyage qui m'avait amené ici. La trahison qui avait brisé mon avenir projeté. L'enquête qui avait révélé ma capacité de réflexion stratégique et d'action décisive. La confrontation publique qui avait exigé un courage que je ne me connaissais pas. L'amitié inattendue avec Marie-Claire qui m'avait appris le pardon. La construction progressive d'une vie qui me semblait plus authentiquement mienne que tout ce que j'avais vécu en 4 décennies de mariage. À 71 ans,
Je n'étais pas la femme que j'avais espéré devenir. J'étais quelqu'un de plus fort, de plus indépendant, de plus créatif, de plus ouvertement aimant que l'épouse dévouée et l'enseignante à la retraite que j'avais été quelques années plus tôt. Les lettres roses qui avaient détruit mon mariage m'avaient aussi, de la manière la plus tortueuse et la plus douloureuse qui soit, révélé qui j'étais vraiment, au-delà de tous les rôles que j'avais joués pour les autres. Le soleil montait plus haut, réchauffant mon visage tandis que je travaillais, et je souriais en voyant la toile prendre forme sous mon pinceau. Telle était mon histoire désormais, non pas la vengeance qui m'avait procuré une satisfaction temporaire, mais la rédemption qui m'avait procuré une joie durable. Non pas le mariage qui m'avait défini pendant 4 décennies, mais la famille choisie qui me célébrait chaque jour. Non pas la femme qui avait découvert la trahison de son mari, mais celle qui avait découvert sa propre force, sa créativité et sa capacité à construire le bonheur avec tout ce que la vie lui offrait. La trahison avait pris fin. La vie qu'elle révélait ne faisait que commencer.